C'est pour un tour classique de l'Ouest américain que nous nous embarquons dans ce film. L'image que nous renvoie ce Grand Ouest, c'est celle du cinéma, des westerns et des grands espaces. Quoi de plus logique donc que de démarrer notre voyage à Los Angeles, symbole de cette industrie du cinéma. Les studios Universal ont largement ouvert leurs portes au tourisme. Cette politique de diversification leur a permis de maintenir à flot l'activité coûteuse de création de décors. Le visiteur est invité à se replonger dans les atmosphères familières de nos petits et grands écrans, passant sans répit d'un univers à un autre. Los Angeles est avant tout une succession de quartiers distincts, sans véritable centre-ville. Un de ces quartiers les plus connus est certainement Hollywood, avec son théâtre chinois et son fameux Walk of Fame, succession d'étoiles de vedettes du showbiz. Originaires de Los Angeles, les Doors se sont formés dans le quartier mythique de Venice Beach. Fréquenté par de nombreux artistes, marginaux et sportifs, il est le berceau du skateboard moderne et acrobatique. Face au Pacifique, de nombreux riders tentent de belles figures dans les bowls, ces piscines vides apparues lors de la grande sécheresse de 1976. D'autres s'essayent à la sculpture de leur corps au Muscle Beach, comme l'avait fait un certain Schwarzy avant eux. Nous quittons la Cité des Anges en direction d'une des principales attractions de l'Ouest américain, le Grand Canyon. Pour y arriver, il nous faut d'abord traverser le désert de Mojave. Ce désert s'étend principalement dans le sud de la Californie, mais il déborde également sur l'Arizona et le Nevada. Nous nous aventurons sur la route de Kelso Depot pour nous rapprocher de l'arbre de Josué. Endémique du désert de Mojave, il doit son nom aux Mormons, qui au milieu du 19e siècle furent les premiers à le voir. Ils les nommèrent Joshua Tree, car tel le bras du prophète, ses branches semblaient les guider vers la Californie, la nouvelle terre promise. Plantée au milieu de nulle part, la station de chemin de fer de Kelso Depot a été rénovée pour accueillir le Visitor Center. Elle est totalement déserte lors de notre passage, renforçant un peu plus l'impression de solitude dans ces grands espaces. Perdu au milieu de ces immenses territoires, bordant la mythique route 66, un autre haut lieu du cinéma attire notre attention. Même si l'on n'y croise plus Brenda ou Jasmine, et que quelques touristes cinéphiles se sont incrustés dans le décor, le Bagdad Café n'a rien perdu de son atmosphère Amérique profonde, mélange de vent, poussière et chaleur étouffante. Comme une suite logique au film de Percy Alden, le réservoir d'eau a fini par s'effondrer. La caravane de Rudy Cox est maintenant ouverte à tout vent et la station ne distribue plus de carburant. Nous quittons le désert de Mojave pour monter vers les plateaux boisés qui bordent la rive sud du Grand Canyon. Les parcs nationaux américains, bien conservés par les rangers, sont devenus un véritable paradis pour la faune sauvage. Habituée à la présence humaine, elle devient facilement approchable, comme nous le prouvent ce cerf et ses biches peu farouches qui traversent la route du Grand Canyon Park. Le fleuve Colorado prend sa source dans les montagnes rocheuses. Il traverse 3 États, le Colorado, l'Utah et l'Arizona,
pour ensuite devenir la frontière entre Arizona et Nevada, Californie et Arizona. Il termine sa course de 2330 km exsangue dans le golfe de Californie au Mexique. Au passage, il creuse les plateaux de l'Ouest américain pour donner naissance à des formations géologiques impressionnantes, telles le Grand Canyon ou encore le Glen Canyon, où nous rencontrons Cindy Stafford, ranger spécialisée en géologie. So this area all began 200 million years ago with a Sahara-like desert. We were covered with sand dunes, some places thousands of meters thick, that got compressed over time with the layers of earth that were deposited on top. Sometimes oceans, sometimes swamps, sometimes deserts, layer upon layer upon layer. About 70 million years ago, a huge shakeup in the basement rocks of the Grand Canyon occurred. What caused that? What moved us from the equator all the way north and raised us up in elevation? It was the uplift of the Colorado Plateau. It was the formation of the Rocky Mountains. Fast forward about 6 million years ago, with the formation of the mountains, you're getting a lot of snow up there and lakes forming. That's what causes the rivers to start flowing. The Colorado Plateau started tilting towards the north. The river started flowing downward in a curving kind of fashion. That's how rivers and streams like to go. It's called a meander. But once that tilted up like this, Baja California split away from Mexico. We're going from almost 5,000 feet, 5,000 meters in elevation to sea level. That's digging a deep trench. Here, pretty flat, but going in that same path that it had already started, cutting down very rapidly through soft rock layers. And as the ground is lifting up, the river is cutting down like a knife through a layer cake and exposing the most of those layers in the Grand Canyon just south of us. Here, this is all Navajo sandstone. Then what completed the picture? A few million years of erosion. All of the layers between here and Bryce Canyon are gone from this landscape now, and our Navajo sandstone is exposed here. Will the river keep cutting this channel? Not very much right now, because we have the big dams here, including Glen Canyon Dam. So every drop of water is controlled by the dam. So when the levee are gonna break, you'd better hide. En amont du Grand Canyon, sur le fleuve Colorado, on trouve le lac Powell. The river's going wide. Ce lac d'un peu moins de 660 000 m² n'a rien de naturel. Il est le résultat de la construction du barrage de Glen Canyon en 1963. Ce lac est avant tout un important réservoir d'eau douce pour les 24 500 000 habitants de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique, de la Californie et du Nevada. Il est également producteur d'électricité, bien qu'il soit voisin de la centrale au charbon de Navajo. « 17 ans, de 1963 à 1980, ont été nécessaires pour que le lac se remplisse. En 1983 et 1984, il a même failli déborder du barrage, suite à une hydrométrie particulièrement élevée et une erreur dans la construction des déversoirs. Il en reste une marque blanche appelée marque de la baignoire. Ces dernières années, les importantes sécheresses qui sévissent notamment en Californie ont abaissé le lac à un de ses plus bas niveaux. Lake Powell est aussi une importante base de loisirs, comprenant plusieurs marinas permettant d'accueillir les nombreux houseboats. Ces bateaux très confortables permettent de parcourir les nombreux canyons formant ce réseau complexe qui ne cesse d'évoluer selon les niveaux très changeants du lac.
nous enfonçons dans un des plus impressionnants bras du Lake Powell, l'Antelope Canyon, qui se resserre au point de compliquer fortement la manœuvre de retournement. Nous poursuivons notre tour de l'Ouest américain par un autre grand classique, la Monument Valley. Situé à la frontière entre l'Arizona et l'Utah, ce haut lieu du western américain se trouve en territoire Navajo. Ces rochers résiduels résultant de l'érosion d'une partie du Colorado ont servi de décor à de nombreux classiques du cinéma américain, à commencer par la célèbre chevauchée fantastique de John Ford. Le site sera d'ailleurs utilisé 10 fois par le réalisateur, notamment dans La Poursuite infernale, Le massacre de Fort Apache, La charge héroïque, pour ne citer que les plus connus. Plus étonnant, il servira également de décor au film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Plus tard, des road movies tels que Easy Rider, Paris, Texas ou encore Thelma et Louise rendront hommage à ce haut lieu du cinéma américain. Aujourd'hui, remarquez, le site est principalement utilisé dans la publicité. Nous poursuivons notre voyage en nous rendant dans le sud-ouest de l'Utah pour y découvrir les parcs de Bryce Canyon et de Zion. Pour nous rendre à Bryce Canyon, nous empruntons la scénique Byway 12, qui passe le long des magnifiques falaises, tourelles et cheminées de fées du Red Canyon. Bryce Canyon est en réalité un amphithéâtre naturel, remarquable pour ses très nombreuses cheminées de fées, également appelées Hoodoos. Pour les Indiens Paiutes qui occupaient la région, les Hoodoos seraient des restes pétrifiés d'êtres anciens punis pour leurs méfaits. En réalité, ils sont le résultat de l'érosion du plateau de Pound Sungout. Ce sont les Mormons, une fois de plus, qui colonisèrent la région. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, le charpentier Ebenezer Bryce, qui laissa son nom au lieu. La partie est du parc de Zion se compose d'étranges étendues de rochers rodés en stries, comme celle laissée par un râteau. Cette vallée a vu s'installer les pionniers mormons vers 1850. Ils la baptisèrent Zion, en référence au royaume de Dieu qu'ils rêvaient d'établir sur terre. C'est la Virgin River qui a creusé ce long défilé encaissé aux falaises impressionnantes. Malheureusement, pressés par le temps et une météo défavorable, nous n'y ferons qu'un court passage. Un peu plus tard, nous serons d'ailleurs bloqués sur l'Interstate 15 en direction de Las Vegas suite aux caprices de cette météo. De violents orages ont provoqué l'effondrement du seul pont qui relie Saint-Georges à Las Vegas, nous obligeant à faire un détour de 10 heures et de rouler toute la nuit. Après une nuit éreintante passée derrière le volant, suite à l'effondrement d'un pont sur l'Interstate 15,
Nous atteignons au petit matin à Sin City. Comme une provocation au désert, c'est dans un des milieux les plus hostiles que les hommes ont bâti cet immense parc d'attractions pour adultes. Profitant des lois libérales en matière de jeux et de prostitution en vigueur dans l'État du Nevada. Cette petite bourgade mormone s'est principalement développée grâce à l'aménagement du barrage Hoover et aux millions de dollars de la mafia. Sous la supervision de Bugsy Siegel, Meyer Lansky et d'autres mafieux investirent de grosses quantités d'argent dans la construction de tels casinos, tels le Flamingo. Depuis 1989, Sin City s'est diversifié, ouvrant ses portes à un public plus familial, avec des établissements tels que Circus Circus, Excalibur, intégrant des attractions pour enfants à leur casino. Cette reconversion aura pour conséquence un accroissement important d'une population fixe et occasionnelle, engendrant de gros problèmes de consommation d'eau. Nous quittons cette cité artificielle pour les étendues arides de la vallée de la mort. Nous abordons la vallée par la route sud, très peu fréquentée, ce qui nous permet de bien mesurer l'aspect inhospitalier de cette partie nord du désert de Mojave. Connue pour ses records de température, 56,7 degrés centigrades le 13 juillet 1913 à Furnace Creek, cette région est aussi remarquable pour ses écarts d'altitude, entre les 4400 mètres du mont Whitney et les 85 mètres et demi sous le niveau de la mer de Badwater. Séparées de l'océan par 5 chaînes de montagnes, les précipitations y sont parfois inférieures à 50 mm par an. Ce sont les chercheurs d'or en quête d'une route vers la Californie qui furent les premiers Européens à traverser cette vallée. La deuxième partie du XIXe siècle vit l'apparition d'exploitations éphémères de talc, sel, or, argent, cuivre et plomb. Mais c'est avant tout le borax qui fut la ressource la plus exploitée dans la vallée. Le tourisme fit son apparition dans les années 1920, convertissant les locaux abritant les ouvriers du borax en hôtels. On y découvre des paysages à couper le souffle, tels que Artist Palette, Badwater, Dante's View et le célèbre Zabriskie Point, mis à l'honneur dans le film éponyme d'Antonioni. Nous quittons définitivement les déserts arides pour nous rendre dans les parcs beaucoup plus verts de Sequoia et Yosemite. Le séquoia est un conifère géant endémique des flancs ouest de la Sierra Nevada en Californie. On découvre les plus beaux spécimens dans le Sequoia National Park, notamment le général Sherman, haut de 83 mètres, souvent considéré comme l'être vivant le plus volumineux de la planète. Non loin du géant se balade un ours noir. Il vaque à ses occupations sans se soucier de la présence des hommes à une cinquantaine de mètres de lui. Le sud du parc de Yosemite abrite également une forêt de séquoia, Mariposa Grove. Mais la principale attraction d'un des parcs les plus fréquentés des États-Unis est certainement le Half Dome. Il ne fut probablement jamais un dôme complet. Lors de sa formation, le granit était probablement déjà fracturé.
L'eau s'infiltrant et gelant dans les interstices éclata la roche. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. De nombreuses chutes se jettent dans la rivière Merced. Mais comme nous sommes au mois de septembre, en période de grande sécheresse, les débits sont peu importants. There's no reason to fuss and fight. According to your works, you'll get paid. Dès 1890, Yosemite est classé parc national sous l'impulsion de John Muir. Mais la vallée et Mariposa Grove restent sous la gestion de l'État de Californie. En 1903, John Muir y campe en compagnie du président Theodore Roosevelt, et il convainc ce dernier de confier l'entièreté de la gestion du parc à l'État fédéral. Tonight to bring you with. So fare thee well and please take care. According to your works, you'll get paid. I heard the awful sound of dead on coffins. According to your works, you'll get paid. But ultime de notre voyage, San Francisco marque notre retour au bord de l'océan. Ouverte sur le Pacifique par le Golden Gate, cette ville est aussi le symbole d'une certaine ouverture d'esprit, d'un nid de la contre-culture, d'une pépinière pour les nouvelles technologies. La grande diversité ethnique, avec 34% d'Asiatiques, 15% de Latinos et 6% d'Africains, contribue à ce grand melting pot culturel et à l'émancipation des minorités. Mais toute médaille a ses revers, et c'est aussi une des villes où le prix du logement est le plus élevé, où l'on compte le plus de sans-abri, dans un climat parfois venteux et brumeux. Véritable symbole de la ville, le Golden Gate Bridge relie la péninsule à Sausalito. Achevé en 1937, il a été jusqu'en 1964 le plus long pont suspendu au monde, avec un peu plus de 2,7 km. Du pont, on peut admirer la splendide baie de San Francisco, avec ses nombreuses îles, dont la très sinistre Alcatraz. S'il est un quartier qui représente la contre-culture à San Francisco, c'est bien celui de Haight-Ashbury. Il fut au centre du mouvement hippie et du Summer of Love en 1967. Avec ses maisons victoriennes peintes aux couleurs psychédéliques, il continue de cultiver son originalité pour les touristes nostalgiques. Au bas de Hay Street, le Golden Gate Park dépasse en superficie celui de Central Park à New York. Il reste le théâtre de nombreuses manifestations artistiques et culturelles, rappelant les concerts gratuits du Grateful Dead et du Jefferson Airplane dans la fin des 60s. Bâties sur de nombreuses collines, les rues de San Francisco ne cessent de monter et de descendre, à l'image de la fameuse Lombard Street. Dans le film Bullitt, Steve McQueen descend à toute allure cette belle route fleurie dans une folle course-poursuite. Pour gravir ces nombreuses collines, les San Franciscains ont mis au point un transport en commun pour le moins original, le cable car. Il n'y a pas de moteur dans un cable car, juste un système de pinces et de freins, que le Ripman manipule pour accrocher le véhicule à un câble en acier. Ce câble tourne à la vitesse constante de 15 km/h, dans une gorge aménagée entre les rails. All right, who was first? Who was the line first? How many you got? Pour faire demi-tour, les voitures sont poussées à la main sur des plateaux tournants. Aujourd'hui, seules 3 lignes restent en service et sont principalement empruntées par les touristes.
Avec ses 150 000 habitants, Chinatown San Francisco est aujourd'hui la deuxième ville chinoise en dehors d'Asie, après New York. Tout ici prend des allures chinoises, en particulier les toits, les vitrines des magasins et les lampadaires. Anciennement, les phoques colonisaient les pontons du Pier 39 au Fisherman's Wharf. Mais aujourd'hui, seuls 3 ou 4 individus s'exposent encore aux appareils photo des nombreux touristes. Ici se termine notre rapide visite de San Francisco et de l'Ouest américain par la même occasion.